Goettière est la cofondatrice d'une association connue, que vous connaissez probablement, certainement, qui s'appelle L214. Cette association a été créée en 2008, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, et c'est une association française de défense des animaux à but non lucratif, qui concentre son action sur les animaux destinés à l'alimentation. À l'évidence, cela fait sens avec notre semaine destinée au vivre ensemble, qui ne peut pas concerner que l'espèce humaine, mais également d'autres formes qui est au sein de nos écosystèmes. L214 est connu notamment à travers ses vidéos, qui montre la réalité des pratiques les plus répandues, des fermes, des pêcheries, abattoirs français, dans lesquels des millions d'animaux sont tués chaque jour. Par ces différentes campagnes, elle encourage, l'association L214, encourage la transition vers un monde végétalien où les animaux ne seraient plus considérés comme des ressources à notre disposition. Je tiens chaleureusement à remercier l'association et Brigitte Goettière d'être venues partager un point de vue, partager des convictions également pour notre semaine de l'imagination destinée au vivre ensemble. Merci d'accueillir chaleureusement Brigitte Goettière. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Eh bien, j'ai déjà été pas mal spoilée. Merci. Je ne vais pas repasser sur qui sommes-nous parce que ça a déjà été dit et je ne vais pas vous présenter L214. Effectivement, on est surtout connus pour nos vidéos, pour nos actions qui dénoncent la façon dont on traite les animaux aujourd'hui et la façon dont on les tue. Donc on est une association qui râle, il faut bien le dire. On est une association française, donc ça va bien avec le fait de râler. Mais on est aussi une association qui propose. Hop là. Alors, mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous faire culpabiliser. La culpabilité, ça vous appartient. Si je faisais 1 heure sur la fabrication de la purée, comment on arrache les pommes de terre de la terre, comment on les épluche sans les insensibiliser, comment on les coupe en morceaux, comment on les jette dans l'eau bouillante et comment on les broie ensuite, je pense qu'à midi, vous mangeriez quand même avec plaisir votre purée. Donc voilà, mon objectif, c'est pas de vous culpabiliser, c'est de vous informer, c'est de vous amener à réfléchir justement dans ce cadre de cette Imagination Week au monde de demain. Quel monde nous voulons demain? Et justement, notre imagination, où est-ce qu'elle nous emmène? Alors notre imagination, depuis la nuit des temps, on a drôlement progressé dans nos relations intra-humaines. Voilà, on a fait reculer le racisme, on a fait reculer le sexisme, et tant mieux. Et on peut continuer de progresser. Il y a encore une bonne marge de progression dans beaucoup de domaines sociaux. Et donc, notre imagination peut nous emmener vers quelque chose de vraiment meilleur. Cette imagination, parfois, notre pessimisme nous tend à nous faire croire qu'on est complètement impuissant par rapport au monde dans lequel on vit. Steven Pinker essaye de nous dire non, c'est pas une perte de temps. Chacun d'entre nous peut agir avec les moyens qu'il a. Et on peut améliorer le monde avec chaque effort qu'on fait. Donc en fait, on avance. Lui, il le dit, il dit en un siècle, notre espérance de vie est passée de 30 à 71 ans. On a fait reculer tout un tas de maladies. On a une alphabétisation qui a drôlement augmenté. Les guerres, même s'il en reste encore énormément, sont de moins fréquentes et moins létales. Il y a moins de morts. Donc voilà, tout ça tend à faire croire que... à nous laisser dans l'optique que la situation du monde s'améliore. Alors elle s'améliore pour les êtres humains. Mais il faudrait n'oublier personne. En fait, pour les animaux, la situation, elle n'a jamais été aussi catastrophique. En fait, on a multiplié par 7 la production de produits d'origine animale depuis les années 50, quand je parle dans le monde. On tue aujourd'hui plus de 1000 milliards d'animaux terrestres et aquatiques pour produire de la viande, du lait, des œufs et avoir des poissons à disposition sur nos tables, etc. 1000 milliards, si on regarde l'humanité en elle-même, entre les débuts de l'humanité et maintenant, on est 100 milliards d'êtres humains à s'être succédés sur cette planète. Aujourd'hui, on est... moins de 10 milliards. Et en fait, chaque année, on tue plus de 1000 milliards
d'animaux. C'est juste gargantuesque. Alors, c'est une question qu'on se pose en fait depuis la nuit des temps, cette relation avec les animaux. Je pense que vous vous rappelez d'une personne que vous avez croisée dans votre cursus qui vous a parlé de triangle rectangle. Et en fait, entre deux triangles rectangles, je ne sais pas où il faut que je pointe, hop là, Pythagore se posait la question de notre relation aux autres animaux. Voilà, se poser la question, est-ce que c'est bien légitime de faire tuer des êtres sensibles, finalement, pour les manger alors que j'en ai pas besoin? Il n'a pas été le seul. Donc c'est depuis très très longtemps et jusqu'à encore très récemment des personnes qui sont Charles Darwin, hein, que je ne vous présente pas, Louise Michel qui était engagée aussi sur des luttes sociales, Voltaire, enfin j'en ai sélectionné quelques-uns, mais franchement il y en a beaucoup qui se sont posés ces questions fondamentales de notre relation avec les autres animaux. C'est une question contemporaine, encore aujourd'hui. Il y a des philosophes et des activistes qui soulèvent cette question de notre rapport aux autres animaux. Alors ces réflexions, elles n'arrivent pas comme ça, elles sont basées, notamment depuis la nuit des temps, sur l'observation. Alors là, attention, vidéo choupi. Alors souvent, on a cherché le propre de l'homme. Le propre de l'homme, ce serait justement de pouvoir, de ne pas être dans la contrainte, on cherche à manger, la vie est très difficile, on cherche un refuge, etc. Non, les animaux aussi sont sociaux, ils ont des relations entre eux qui sont très très fortes. C'est des animaux qui sont joueurs aussi, qui utilisent des outils. Regardez cette corneille, elle a trouvé un couvercle, et son couvercle, elle l'a transformé en snowboard. Voilà. Et puis, si vous avez des chats, vous savez qu'ils ronronnent. En fait, il n'y a pas que les chats qui ronronnent. Alors, on continue dans cette série Choupi. Là, on va être plutôt sur l'intelligence, l'utilisation des outils. Voilà, ce bouton que quand on est petit, on découvre qui parfois est difficile. En fait, les vaches aussi, elles l'utilisent, pouf, un petit coup de nez, et j'ai de l'eau. Les cornes, qui leur servent aussi d'outils. Or, vous savez qu'on pratique souvent l'écornage dans les élevages. On leur retire en fait leur outil à disposition. Et puis, elles sont parfois machiavéliques. Hop là. Et voilà, ça c'est fait. Donc les animaux peuvent être malins aussi, ont des formes d'intelligence. Et puis ils peuvent aussi être très proches les uns des autres. Dans les élevages, en fait, on sépare les petits d'avec leur mère, sauf que, en fait, ni l'un ni l'autre ne sont d'accord. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu des vaches appeler leurs petits meuglés. Ou des petits appeler leur mère, c'est la séparation qu'on fait, puisque nous, êtres humains, on veut récupérer le lait, et du coup, il y a un petit peu un conflit d'intérêts avec le petit. Donc ces observations, elles sont confirmées par la science, c'est-à-dire que tout le monde sait finalement que les animaux sont intelligents. Qui est-ce qui habite chez un chat ? Je pense que vous êtes plus ou moins nombreux à habiter chez lui. C'est lui qui vous dit la porte, je ne suis pas du bon côté de la porte. C'est lui qui vous demande de mettre des croquettes. Il est capable de mourir à côté de son paquet de croquettes ouvert parce qu'il faut que vous le serviez. Donc voilà, de l'observation à la science, et c'est confirmé tout ça par la science. Alors on est passé de Descartes, qui considérait que l'animal était une machine, à Franz de Waal,
qui lui nous pose la question, sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux? Il parle d'anthropodénie, parce que souvent, justement, on considère les animaux comme ayant vraiment très peu de capacités mentales, alors qu'en fait, leurs capacités mentales sont très importantes. Juste entre les êtres humains et les autres animaux, il y a des différences de degrés, mais pas de nature. Alors, la douleur des animaux, elle a été reconnue. Là, c'est une expertise collective de l'INRA qui reconnaît que oui, les animaux peuvent ressentir la douleur. Là aussi, on le savait, merci, c'est juste confirmé par la science. Ce qui est intéressant, c'est que c'est confirmé par la science, mais sur la situation des animaux qu'on élève pour les manger. La conscience aussi, donc un groupe d'éminents chercheurs en neurosciences cognitives, en neuropharmacologie, enfin voilà, ils ont des titres hyper ronflants, et eux, ils se sont penchés sur la capacité de la conscience. Alors cette conscience, elle a été confirmée donc en 2016 par l'INRA. Alors l'INRA, c'est un institut public, mais sur certaines études, on s'est croisés. Nous, on a beaucoup travaillé sur la question du foie gras. Et les études qui étaient produites par l'INRA disaient « mais non, il n'y a aucune raison de penser que le gavage est préjudiciable aux animaux ». Ce n'était pas du tout notre opinion et on s'est rendu compte qu'il y avait un biais dans leurs études, puisque leurs études étaient cofinancées par la filière elle-même et que du coup les résultats ne pouvaient pas être défavorables finalement à une filière. Mais il y a d'autres branches de recherche qui, elles, avancent et donc vont nous parler de conscience. On a aussi l'ANSES qui a édité, là c'était octobre 2018, on leur a demandé la définition du bien-être animal, parce qu'on parle tous de bien-être animal, et puis en fait, on ne sait pas trop de quoi on parle, c'est beaucoup utilisé, mais qu'est-ce qu'on entend par là? Et eux sont allés plus loin que juste le fait de considérer que les animaux, s'ils ont à boire et à manger, c'est bon, on peut parler de bien-être animal. Ils ont parlé aussi de l'état mental des animaux. Donc c'est une reconnaissance très très importante de se dire, ben voilà, les autres animaux, ceux qui ne sont pas des êtres humains, ils peuvent ressentir des émotions, des sensations, ils sont conscients, ils sont intelligents. Et donc avec tout ça, normalement, on aurait dû drôlement progresser. Alors quelles conséquences pratiques de ces confirmations scientifiques qui finalement sont plus ou moins récentes, enfin on veut bien les reconnaître maintenant? Eh bien rien, nada. Que dalle, on n'a rien changé à notre façon de considérer les animaux et même on a accéléré, on élève de plus en plus d'animaux, on tue de plus en plus d'animaux pour les manger. Alors là où on ne manque pas d'imagination, ça va être par exemple pour se rassurer. Hop là, oh, j'en ai sauté 5 d'un coup. Ça va être pour se rassurer. Les filières agricoles, elles sont très très conscientes que pour manger de la viande, on a besoin de s'imaginer que... Alors, soit de ne pas s'imaginer du tout que ce sont des animaux, soit de s'imaginer que c'est des animaux qui ont été heureux, bien élevés et tués avec le moins de souffrance possible. Donc eux, ils en sont bien conscients et c'est pour ça que les images ne représentent jamais d'animaux en cage, mais plutôt des vues pastorales. On imagine les animaux dans les prés super contents, super heureux. Là où on ne manque pas d'imagination non plus, c'est sur les questions d'enfermement. En fait, les animaux ne sont, je vais vous dire, ils sont absolument pas volontaires pour être élevés, pour être tués. Et donc, on a inventé des moyens de les contenir. Les chaînes, les bâtiments, les barbelés, les cages, les bassins, puisqu'on parle aussi des animaux aquatiques, et les filets, de façon à empêcher les mouvements des animaux, de pouvoir les garder. Voilà, la chasse, c'est quand même un peu fatigant. Du coup, là, c'est mieux pour les êtres humains. Et c'est une majorité d'animaux. Alors souvent, on entend, oui, en France, on n'a pas d'élevage intensif. Bah si, en France, on en a quand même pas mal. On a 83% des 800 millions de poulets qui sont gardés dans des élevages intensifs. Là, ce sont des poules pondeuses. Elles, c'est 63% aujourd'hui qui sont élevées en cage de batterie sans aucun accès à l'extérieur. Et on voit qu'au niveau du plumage, ça a des conséquences, elles se piquent entre elles. Voilà, enfin, on imagine assez aisément que ce n'est pas une vie tellement épanouissante. Ça, ce sont des poulets de chair qu'on fait grandir si vite qu'ils sont... en fait, leurs muscles grandissent, mais pas le reste de leur corps. Donc leur squelette, etc., ne grandit pas à la même vitesse. Du coup, ils ont
pour la plupart des problèmes locomoteurs, des boiteries plus ou moins sévères, des problèmes cardiaques et des problèmes pulmonaires. Les cochons sont élevés sur du caillebotis, c'est ce que vous voyez, c'est le sol ajouré. En fait, vous êtes en permanence au-dessus de vos excréments. Sympa. Et les truies, elles sont enfermées, elles, dans des cages. Alors, l'excuse qui est servie pour dire, bah oui, on les enferme là-dedans, c'est que si on les laissait libres, elles pourraient écraser leur porcelet. Bah oui, parce qu'on ne leur alloue absolument pas une surface suffisante pour pouvoir, justement, être à l'aise avec leurs petits. Alors, on ne parle pas des vaches. Sur les vaches, alors pour les cochons, c'est 95% des cochons qui sont élevés de cette façon-là, donc sur caillebotis, au-dessus de leurs excréments, dans des stalles ou dans des cases. On ne parle pas tellement des vaches, on n'a pas de statistiques en fait pour dire combien de vaches restent enfermées à l'intérieur ou sortent. Les mutilations, pour faire cohabiter ces animaux ensemble, eh bien, il va falloir les aider à habiter ensemble. Forcément, quand on est dans une très forte promiscuité, des fois, ça développe un peu notre agressivité. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont en colocation. Vous voyez bien que, par moment, votre colocataire, quand même, il vous tape un peu sur les nerfs. Bon, voilà, c'est pareil pour les autres animaux. Quand ils sont entassés les uns sur les autres, ils vont développer des comportements agressifs. Donc, pour les faire cohabiter, on va couper des becs, on va couper des dents, on va couper des griffes. Et puis pour le goût du consommateur, ça va être le cas par exemple pour les cochons et les chapons, on va les castrer à vif. Ça c'est bien éprouvant et ça leur arrive donc quand ils sont tout petits et ça arrive à l'ensemble des porcelets mâles qui sont dans les élevages aujourd'hui, c'est encore 85% des porcelets qui se font castrer à vif en France. La génétique aussi, alors là on est très très fort, beaucoup d'imagination pour essayer d'engraisser plus et plus vite pour produire plus. Alors plus de petits, notamment pour les femelles reproductrices, plus de lait, plus d'œufs, voilà, plus de viande, quoi, grosso modo, ou plus de poissons. Et les animaux concernés, c'est globalement tous. Les canards à foie gras, on a développé une souche, le canard mulard. Aujourd'hui, quand vous consommez du foie gras de canard, ça vient de canards mulards, qui sont des canards hybrides, stériles, qui n'ont jamais été migrateurs. Mais alors, ils développent la stéatose hépatique hyper rapidement, et ça fait un foie énorme. Les vaches laitières, aujourd'hui, elles font entre 30 et la championne du monde fait 100 litres de lait par jour. Pour le veau, quand il vient de naître, elles ont besoin de 5 litres. Donc on les a vraiment boostées. Vaches à viande, là je vous les ai mis là, blanc-bleu belge, une espèce de bodybuilder, optimisé aussi pour développer du muscle. Les truies, elles produisent plus de petits qu'il y a quelques années en arrière. Les poulets, on les fait grossir extrêmement rapidement. Et puis, les poules pondeuses, elles ont été optimisées aussi elles font à peu près 300 œufs par an, alors que leur ancêtre en faisait quelques dizaines. Hop, je vous ai mis une petite BD. On aime bien les BD, c'est un peu de l'humour, sans rire. Ça parle de l'élevage des truites, parce que les truites aussi, sur les poissons, on fait des manipulations. Et du coup, les pisciculteurs aussi ont de l'imagination. En fait, chez les truites, c'est le mâle qui grossit plus vite. Non, c'est la femelle qui grossit mieux que le mâle. Donc du coup, l'idée, solution raisonnable et raisonnée, comme d'habitude, du coup, on ne se sert pas des mâles parce que c'est de la nourriture qu'on leur donne qui ne sert à rien. Enfin, au niveau rentabilité, c'est moins bien que des femelles. Mais du coup, comment on fait pour les faire se reproduire ? Eh bien, on leur file des stéroïdes. Parce que vous pouvez fabriquer à partir d'une femelle un mâle en lui refilant des stéroïdes. Et voilà. Et souvent, c'est nous les extrémistes. Voilà. Insolente Veggie, je vous invite à lire, c'est une très bonne façon, une très bonne entrée en matière pour s'intéresser à la question animale. Aussi, les animaux chétifs, inutiles, en surnombre, blessés, malades ou alors victimes d'épidémies. On a plusieurs techniques aussi, là aussi on n'a pas manqué d'imagination. Soit on les claque contre un mur, contre le sol, ça c'est notamment le cas pour les porcelets, ou alors sur le rebord d'un seau ou d'une cage, ça par exemple c'est beaucoup utilisé pour les lapins. Et puis le broyage ou le gazage en couvoir, et là je vous montre de quelle façon on fait sur la filière foie gras. C'est à peu près la même chose que pour les œufs. Pour les œufs, on va garder que les femelles, puisqu'on a développé une souche d'animaux qui va faire beaucoup d'œufs.
Donc on va éliminer les mâles, mais pour le foie gras, c'est les mâles qui nous intéressent. Donc on va éliminer les femelles. On mange des animaux qui sont jeunes. Voilà, enfin, ils n'arrivent jamais à la fin de leur vie. Ce pas des animaux qui sont morts de vieillesse qu'on va manger. Au contraire, c'est des animaux très jeunes. Les poulets, c'est entre 35 et 42 jours, donc, alors qu'ils ont une espérance de vie de 8 ans. Et même pour les vaches laitières, qui ont donc fait carrière dans l'industrie du lait, au bout de 5 ans, c'est la moyenne, elles partent pour l'abattoir. Oui, puisque l'industrie du lait et l'industrie de la viande sont intimement liées. Les veaux mâles, par exemple, vont dans l'industrie de la viande. Et puis les vaches laitières, une fois qu'elles ont fini leur carrière, elles aussi, elles sont destinées à la viande et elles finissent généralement en steak haché. Les conditions d'abattage. Avec étourdissement, donc un pistolet à tige perforante qui va venir fracasser le crâne, les pinces à électronarcose pour faire passer un courant à l'intérieur du cerveau, et le gazage au dioxyde de carbone, qui consiste à asphyxier les animaux, et puis l'abattage sans étourdissement. Aujourd'hui, effectivement, on tue 2 fois plus aujourd'hui qu'en 1950, 4 fois plus qu'au début du siècle. On a un petit peu dans la tête le mythe de avant, c'était mieux avant, dans les élevages et tout ça. Sébastien, cofondateur de l'association, et moi-même, du coup, j'ai découvert ça en commençant à le fréquenter. Ses grands-parents sont éleveurs, étaient éleveurs, et donc chaque année tuaient le cochon au milieu de la cour de la ferme. Donc un cochon qui a été élevé dans une pièce, enfin voilà, dans une case, qui n'a jamais gambadé dans l'herbe, et qu'on va mettre sur un char et qu'on va tuer. Le grand-père de Sébastien était le seigneur du village, entendez seigneur, SAI. C'est lui qui s'occupait de tuer les animaux dans les fermes avoisinantes, qui étaient nombreuses à l'époque. Et pour le cochon, c'était pas une partie de plaisir. De la même façon que c'est pas une partie de plaisir aujourd'hui de mourir dans les abattoirs. Néanmoins, toutes les conditions d'élevage ne se valent pas. Il y a plus ou moins pire. Si vous êtes dans un élevage intensif ou si vous êtes dans un élevage où au moins il y a un accès à l'extérieur, c'est quand même moins pire d'être dans un élevage où il y a un accès à l'extérieur. Maintenant, les conditions d'élevage ne sont pas forcément idylliques. Le broyage des poussins qu'on a vu, c'est valable pour toutes les filières. Enfin, voilà. Et l'abattage, il n'y a pas d'abattoir bio. Il n'y a pas de couteau à bourron quand on est dans un abattoir bio. C'est la même chose qui se passe. C'est les mêmes procédés d'étourdissement et c'est les mêmes abattages avec ou sans étourdissement. Allez, les autres conséquences qu'on n'avait pas imaginées très rapidement, vous en avez déjà parlé cette semaine. Les émissions de gaz à effet de serre, très importantes aussi, celles qui sont dues à l'élevage. La déforestation, 80% de la forêt amazonienne. La pollution des eaux, on parle des émissions d'ammoniac, on parle des nitrates en Bretagne. Vous avez tous entendu parler des algues vertes. On parle du gaspillage de l'eau. Est-ce que vous saviez qu'il fallait beaucoup plus utiliser d'eau pour produire des protéines d'origine animale que des protéines d'origine végétale? C'est un petit peu logique, puisque les animaux, quand on les élève, on va leur donner des céréales et des légumineuses qu'on a fait pousser avant. Donc nécessairement, ce n'est pas forcément l'eau qu'ils boivent, c'est aussi l'eau qui a été utilisée pour fabriquer leur nourriture. L'emprise sur les terres, c'est exactement le même raisonnement. Il va falloir faire pousser des céréales ou des légumineuses pour donner aux animaux. On aurait pu faire pousser des trucs qu'on peut manger directement. La santé personnelle et publique, alors il n'y a jamais eu encore de grippe du petit pois fou. Par contre, on a eu des grippes aviaires, des grippes porcines qu'on a tout de suite rebaptisées H5N1, etc. Il y a les questions des salmonelles, des campylobactères. Et puis du côté de notre santé personnelle, les maladies cardiovasculaires, certains types de cancers, et le diabète de type 2 par exemple, qui sont favorisés par la surconsommation de produits d'origine animale. Et puis on parle en ce moment, ça commence à émerger comme question, mais la sonnette d'alarme a déjà été tirée depuis très longtemps sur l'antibiorésistance. L'argent public, on en passe énormément. La PAC, c'est 9 milliards d'euros par an qui viennent sur l'agriculture en France chaque année. On a regardé, c'est 90% des exploitations qui touchent au moins une subvention, et la moyenne touché, c'est 33 000 euros par exploitation. Je ne sais pas quelle entreprise touche autant de subsides de l'État. Les éleveurs, c'est un travail dur, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Malgré ce travail acharné, c'est des revenus qui sont très très faibles, moins de 350 euros par mois pour certains, un fort taux d'endettement, un suicide tous les 2 jours. Et puis souvent on accuse les associations de défense des animaux et plus particulièrement les véganes de détruire l'emploi, l'industrialisation de l'élevage,
a fait passer la population active de 43% qui était dédiée justement à l'agriculture à 2,5% aujourd'hui. Même si on abolissait l'élevage du jour au lendemain, on ferait bien moins de dégâts sur l'emploi que ce qui a été fait jusqu'ici. Les ouvriers d'abattoirs, terrible. Certains ne disent même pas à leur famille quel est leur rôle dans l'abattoir. Des troubles psychologiques, de l'alcoolisme. Nous, on a eu le témoignage absolument poignant de Mauricio Garcia Pereira, qui était notre lanceur d'alerte pour l'abattoir de Limoges, où il avait été complètement choqué du fait qu'on puisse tuer des vaches qui attendaient des petits. Les troubles musculo-squelettiques, très important aussi, plus de 90% chez les hommes et les femmes qui travaillent en abattoir. Il y en a qui disaient ben voilà, on ne peut pas faire carrière tout entier à l'abattoir parce qu'on est cassé de partout. Et pour se faire une idée, il y a 4 fois plus d'accidents du travail qu'en moyenne dans les autres professions. Alors pourquoi rien ne change aujourd'hui ? Très rapidement, c'est un statu quo qui est sous bonne garde. Jean-Paul Bigard, le président du directoire du groupe Bigard, Socopa Charal, disait que eux, ils investissaient des sommes considérables pour nous faire oublier le lien entre la viande et les animaux. Alors des sommes considérables, c'est des sommes considérables. Là, c'est le budget publicitaire, donc juste la communication pour nous inciter à continuer de consommer. Donc pour Charal, c'est 17 millions d'euros. Interbev, ça varie, c'était 29 millions d'euros la dernière fois que j'ai regardé, 25 millions d'euros. Et Interbev, ben, en fait, tout ça, vous les voyez dans des publicités, par exemple, à la télévision, radio, dans vos journaux. Mais Interbev investit aussi pour passer dans les écoles. Il est aussi présent chez votre médecin dans les petites brochures qui vous attendent de temps en temps à l'accueil. Et là où on voit vraiment leur effet, c'est par exemple lors de la loi alimentation, où on avait une loi qui avait des amendements qui proposaient des avancées concrètes pour les animaux, par exemple la fin de l'élevage en cage pour les poules pondeuses, et tous les amendements qui pouvaient nous faire avancer un petit peu ont été rejetés, avec un ministre de l'Agriculture qui avait toujours le même discours. Ah oui, le bien-être animal, c'est très très important, c'est une préoccupation majeure de mon ministère, mais je vais être défavorable à cet amendement, on va faire plutôt confiance aux filières. Autrement dit, statu quo, on ne bouge pas. Donc ça a été le cas pour tout un tas d'amendements. Il n'y en a qu'un qui est passé, c'est sur la végétalisation de l'alimentation, où là on a une toute petite avancée dessus, une expérimentation. Je ne m'étends pas plus, je pourrais répondre aux questions après éventuellement. Donc, alors qu'on a 90% des Français qui sont contre l'élevage intensif, en fait les intérêts privés passent avant l'intérêt général pour tout ce que je vous ai dit avant, la question animale, la question environnementale, la question sociale et évidemment la question éthique. Alors, est-ce qu'on s'obstine, est-ce qu'on change, est-ce qu'on peut faire quelque chose, nous ? En fait, il y a un consensus citoyen et scientifique. Dans plein d'endroits, on nous conseille de diminuer vraiment notre consommation de produits d'origine animale et pas de réduire un tout petit peu, genre oh bah oui, ce mois-ci je vais faire un repas végétarien. Non, les réductions recommandées, elles sont entre 50 et 90% de la consommation de viande. C'est juste énorme. Le consensus, il est sur manger moins de produits d'origine animale, manger moins de viande, consommer moins de produits laitiers, moins de poissons, et puis faire disparaître l'élevage intensif. Là-dessus, on peut être tous d'accord. Alors, qui est-ce qui peut bouger et qui est-ce qui doit bouger ? En fait, tous, par les intermédiaires qu'on a, soit nous en tant que consommateurs et citoyens, soit l'industrie, les entreprises, soit les institutions. Avec L214 et d'autres ONG, on a réussi à faire bouger les entreprises, par exemple, sur la question des poules pondeuses. On a plus de 150 entreprises françaises, parmi les plus grosses, qui se sont engagées à ne plus utiliser d'œufs de poule élevés en cage de batterie d'ici 2025. Donc là où le législateur a eu peur d'avancer, avec les entreprises, on a pu avancer et déterminer que 2025, finalement, ce serait grosso modo la fin des poules pondeuses élevées dans des cages. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Parce que là, on est sur une réduction. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit aller plus loin ? Est-ce qu'on doit se poser des questions ? Notre morale commune, c'est un peu on ne doit pas maltraiter et tuer sans nécessité. Grosso modo, on est quand même bien d'accord avec ça. Alors, est-ce que c'est nécessaire ? La question à se poser, est-ce que c'est nécessaire de manger ou d'élever des animaux ? Alors, en France, on croirait que oui. Les recommandations officielles, elles nous invitent à consommer des produits d'origine animale pour que nous soyons en bonne santé. Quand on regarde ailleurs,
Portugal, Angleterre, Canada, et notamment l'Académie de nutrition et diététique canadienne qui regroupe 100 000 professionnels de santé. Eux, ils disent qu'on peut très bien manger vegan, que c'est bon pour notre santé à tous les âges de la vie. Ici, qu'est-ce qu'on mange quand on est vegan? Parce que des fois, c'est la question « Oh, qu'est-ce que vous mangez ?» Bon, pas des cailloux depuis 25 ans, c'est clair. On mange varié, équilibré, et ça, c'est très important, effectivement, de faire attention. Il y a quelques sujets sur lesquels il faut faire attention. On a un site qui s'appelle Vegan Pratique, vegan-pratique.fr, où on revient justement sur les questions de nutrition. Qu'est-ce qu'il faut manger pour être en bonne santé? Donc c'est faisable. Juste, mon propos aujourd'hui, c'est de dire oui, on peut. Voilà. Alors, souvent on se dit ouais, mais attendez, si on mange vegan, les protéines, laisse tomber. Bon, alors il se trouve que l'homme le plus fort du monde, je crois, Patrick Bamounian, il est vegan, bon, d'une part, donc il a bien trouvé ses protéines quelque part. Et puis, si on regarde les apports en protéines, en fait, même chez les véganes, on est au-delà de l'apport en protéines recommandé. Voilà, on mange trop, ça se voit, non? Un petit peu. Et alors, chance, non seulement on peut, mais en plus c'est bon. Mais ça dépend chez qui vous mangez, hein. Évidemment, il y a des personnes qui cuisinent vegan et c'est pas bon du tout. Voilà, je ne dénoncerai personne, mais vraiment, il y en a qui cuisinent vraiment pas bon. Mais alors, il y en a, c'est vraiment excellent. Donc voilà, comme partout, on a une large panel. Il n'y a pas une façon de manger vegan, il y a plusieurs façons de manger vegan. On peut être gastronomique, on peut être junk food, etc. C'est très étendu. En fait, on sait que, selon un sondage assez récent, que 89% des gens pensent qu'effectivement, il faut réduire notre consommation de produits d'origine animale, notre consommation de viande. Donc voilà, on peut se poser la question, jusqu'où maintenant? Jusqu'où on va? Cette question, elle est très importante parce que c'est notre rapport aux animaux. Aujourd'hui, on a une société qui, globalement, je vais lancer un gros mot, qui est spéciste. C'est-à-dire qui considère que les intérêts des êtres humains sont infiniment plus importants que les intérêts des autres animaux. Notre intérêt à manger de la viande, notre plaisir finalement, puisqu'on a vu que ce n'était pas une nécessité, est infiniment plus important que même les conditions de vie et la vie des autres animaux. Et c'est ça, le spécisme, c'est essayer de ne pas prendre en compte à intérêt équivalent les intérêts des uns et des autres, du moment qu'on a en commun la sentience. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'évolue pas. Comme je vous ai dit, même sur les questions d'élevage intensif, où pourtant on est tous d'accord, on n'évolue pas. Et ça, Brian Luke, il dit, c'est quand même bizarre, les gens, ils s'en moquent pas. Enfin, on est tous intéressés par le fait de traiter moins mal les animaux. Et pourtant, ça ne bouge pas. Et puis, Martin Gibert, lui, il souligne le conditionnement dans lequel on est. On essaye de nous convaincre, et on y arrive très bien, que c'est normal, naturel, nécessaire de consommer des produits d'origine animale. Or, voilà, on peut faire un pas de côté. Voilà, il y a plein d'autres domaines dans lesquels on a évolué. On a fait des progrès techniques absolument incroyables, et on continue de manger comme au temps des cavernes. Bref, résumons. On n'a aucune nécessité nutritionnelle à consommer des animaux. On a des êtres sensibles, conscients, intelligents. Et puis, on a des impacts forts, divers, sur la question environnementale, sur la santé et sur les questions sociales. On a un peu un système qui marche sur la tête quand même globalement. Donc, il est largement temps d'imaginer une suite qui ne nous emmène pas droit dans le mur. Alors, d'autres habitudes pour se nourrir, il faut tenter l'aventure. Réduire, supprimer, voilà, le choix, ça c'est notre choix personnel aujourd'hui. On peut tous s'y lancer. Alors on peut tous s'y lancer, les entreprises aussi peuvent s'y lancer. Et il y a des entreprises qui se lancent. Aujourd'hui, on a des entreprises qui proposent des alternatives véganes et qui en sont très contentes. Avec notre initiative Vegoresto, on a pu constater, les restaurateurs, le retour qu'ils nous font, c'est qu'ils ont plus de clientèle et beaucoup de clientèle qui choisissent justement ce repas végétarien ou vegan. D'autre part, en discutant avec les professionnels de la grande distribution, ça n'a pas pu vous échapper, il y a de plus en plus d'options végétariennes ou véganes dans les rayons, tous les steaks. Alors là aussi,
C'est comme la gastronomie, il y en a des bons et il y en a d'autres pas forcément. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est un marché qui se développe, qui est en plein essor aujourd'hui autour de cette question-là. Et là, l'innovation, elle est tout azimut. Donc on voit des trucs absolument improbables apparaître sur le marché. Par exemple, l'aquafaba. L'aquafaba, alors c'est comme les bêtises de Cambrai, c'est un truc qui est arrivé, on ne sait pas trop comment. Quelqu'un a plongé un mixeur dans du jus de pois chiche. Et il a vu que, en fait, avec la question des protéines, ça faisait du blanc d'œuf battu en neige. Juste incroyable. Mousse au chocolat, ça marche nickel. Et on ne sent pas, c'est pas une mousse au chocolat au pois chiche, c'est une vraie mousse au chocolat, légère, super bonne. D'autres manières de produire, là, on va être donc les autres habitudes pour se nourrir, on remet en question notre modèle alimentaire. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Moi, je parle ici, dans les pays où on mange plutôt bien et on mange énormément de produits d'origine animale. Hein. Je reste dans nos zones à nous, qui ont d'ailleurs des conséquences sur d'autres zones dans notre façon de nous nourrir, puisque on va chercher nos céréales aussi ailleurs dans le monde, hein, par exemple, pour nourrir les animaux d'élevage qu'on a ici. D'autres manières de produire, donc sur la production agricole. Est-ce que c'est soutenable une agriculture qui n'utilise pas d'intrants d'origine animale? Alors aujourd'hui, c'est déjà le cas, hein, on a plein d'engrais chimiques, etc. Mais même sans utiliser d'engrais chimiques, il existe aujourd'hui une agriculture végétalienne qui se développe et qui marche très très bien, qui a des très bons rendements. Donc on est capable de le faire. Si on veut, on peut. Et puis cette question d'autres relations avec les animaux. Est-ce que c'est possible ou pas? On a des exemples dans des refuges. Hein. La plupart des images que je vous ai montrées, les choupis, hein, pas les autres, ça se passe dans des refuges. Et il y a d'autres choses qui sont imaginables. Et puis il y a l'expérience des animaux marrons. C'est des animaux qui soit se sont échappés d'élevage, soit qu'on a relâchés. Il y a eu l'expérience en Espagne d'un éleveur qui a laissé sortir l'ensemble des animaux, les vaches, les veaux et les taureaux qu'il avait avec lui. Et en fait, dans les Pyrénées, vous avez des troupeaux comme ça qui vivent très bien, sans intervention des êtres humains. Alors, intervention, il y a, parce que ces vaches, au lieu de rester du côté espagnol et dans les montagnes, elles sont descendues du côté français. Et il y en a quelques-unes qui se sont aventurées sur une route. Réaction, imaginez, on a sorti les fusils et on a descendu ces animaux. Voilà, donc on a vraiment à réinventer une autre façon de vivre avec les animaux. Je vous ai mis la couverture de Zoopolis, qui est un des premiers livres. En fait, la plupart des livres sur la question animale étaient là pour dénoncer, justement, pour montrer qu'il y avait un problème. Et aujourd'hui, il y a des livres qui commencent à sortir en s'imaginant une société demain avec les autres animaux. Donc voilà. Comment ce sera dans 50 ans ? C'est Florence Burga, qui est une philosophe française, qui disait « Ce qui nous manque le plus, c'est l'imagination ». Ça tombe bien, c'est votre Imagination Week. Vous devez vous projeter justement dans le futur. Comment, dans le futur, on peut avoir une société soutenable d'un point de vue éthique, environnemental, santé, social? Comment on partage, comment on vit ensemble? Est-ce qu'on peut faire cette société multi-espèces que effectivement on peut appeler de nos voeux, en tout cas moi que j'appelle de mes voeux, dans la bienveillance, dans la justice? Est-ce que c'est possible? Et donc, mon slogan de la fin, croquons la vie, pas les animaux. Merci. Merci beaucoup, merci Brigitte Gauthier de ce partage ce matin. Je vais appeler tout de suite sur scène les étudiants qui ont préparé les questions, si vous voulez juste nous rejoindre. Bonjour, merci pour votre intervention. Alors, il est force de constater que dans le débat public, généralement, la question animale, elle divise la société. Le débat devient assez inaudible et on a l'impression que c'est des camps qui s'opposent et qui ne s'entendent pas. Et en particulier, au-delà des simples habitudes alimentaires, cette question-là, elle touche aussi des croyances plus profondes, plus ancrées.
Et donc, je pense par exemple aux rituels religieux. Dans un certain nombre de croyances, c'est des rituels assez ancrés qui concernent des centaines de millions de personnes par le monde. Et du coup, étant donné que notre sujet est le vivre ensemble, comment faire pour ouvrir un dialogue qui ne soit pas dans la stigmatisation, dans la diabolisation, pour faire en sorte justement que l'on puisse s'entendre. Et puis... donc comment faire en sorte que ce dialogue soit plus audible, que ce ne soit pas juste un débat de sourds. Merci pour cette question. Effectivement, justement en se centrant sur la question des animaux, on peut soulever un certain nombre... En fait, on soulève les pratiques, quelles que soient les religions. Et aussi bien... du coup, les religions, les rituels, notamment kasher et halal. Dans les images que je vous ai montrées sur l'abattage, à un moment, vous avez une vache qui est abattue sans étourdissement. Je pense que ça fait partie des images des pires que je vous ai montrées, effectivement, puisque ce sont des animaux qui sont saignés alors qu'ils n'ont pas été étourdis, donc pleinement conscients. Et en fait, ça évolue, cette question-là. Alors, du côté juif, il y a vraiment une opposition. Pour eux, il faut absolument que l'animal soit conscient au moment d'être saigné. Mais du côté musulman, il y a l'Indonésie, par exemple, qui est un des pays qui compte le plus de musulmans au monde, qui accepte des animaux qui ont été étourdis avant d'être saignés. Donc on voit que c'est quelque chose qui peut bouger. Et de la même façon que, avec L214, en tout cas, on s'attaque aux pratiques et pas aux personnes, vis-à-vis de la religion, on a cette même démarche, c'est-à-dire de questionner des pratiques et d'essayer d'avancer avec les représentants. Alors, parfois, le dialogue est possible, d'autres fois non. Mais par exemple, quand on va devant les députés proposer des avancées sur la façon de tuer les animaux, on va avoir effectivement l'abattage sans étourdissement qui va être un sujet de discussion. Mais vous avez vu aussi les images de l'abattage au dioxyde de carbone, où au lieu d'avoir un procédé qui atténue les souffrances des animaux, vont les augmenter. Donc à chaque fois, on est justement dans cette démarche de proposer des paliers pour essayer de faire reculer la cruauté qu'on fait subir aux animaux. Et on va le faire avec bienveillance, comme on essaye de le faire souvent. Et effectivement, les débats clivants, c'est un peu ennuyeux, puisque on va avoir d'un côté les bouchers, de l'autre les véganes. La question n'est pas là, c'est comment on progresse ensemble pour faire que pour les animaux, ce soit de moins en moins pire. Bonjour. Quand la lionne a faim, elle mange une antilope. On l'a vu, vous l'avez proposé comme alternative, vous proposez le végétalisme, le régime vegan. Et je me demande pourquoi. Parce que bien sûr qu'on trouve tout ce qu'il faut dans le régime, dans le règne végétal, mais ça favorise des aliments comme le soja, les avocats, le quinoa, les fèves, les fruits exotiques qui sont élevés dans des pays lointains et qui sont des cultures en fait souvent désastreuses pour la planète, pour les écosystèmes locaux et aussi pour les populations. Alors pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas merci. Pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas un régime en fait raisonné à base de produits locaux et élevés dans le respect du bien-être animal? J'ai loupé ma démonstration parce que quelque part, le bien-être animal, c'est un petit peu une illusion qu'on se donne. C'est-à-dire que quand on prend la vie d'un animal, lui, c'est ce qu'il a de plus précieux pour lui. Donc il y a cette question à se poser. Alors le lion, il mange l'antilope. C'est marrant parce qu'on s'identifie toujours du côté du lion. Hein. Nous, on est le lion et on mange les antilopes. On n'est pas l'antilope qui est obligé de fuir. On ne peut pas prendre comparaison. Enfin, on va prendre ça sur le lion. Déjà, c'est pas le lion, c'est la lionne. Petit détail. Vous avez dit la lionne, ouais, pardon. Et du coup, ne nous identifions pas. On n'a pas à aller chercher un modèle dans la nature. Enfin, vous utilisez des téléphones portables. Enfin, si on regarde comment fait la lionne, elle n'utilise pas de téléphone portable. Hein. Pas que je sache. Donc pourquoi on ferait entrer le progrès dans nos technologies et pas qu'on regarderait notre alimentation aussi à la faire progresser? Alors ce que vous dites sur les avocats et tout ça, on peut être végétalien sans utiliser des avocats, du quinoa ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des filières en France.
Le soja qui est consommé par les véganes aujourd'hui, il pousse en France. Le soja qui est importé, qui provoque la déforestation du Brésil, il est importé pour nourrir les animaux qu'on mange. Donc la question, elle est même pas là. Évidemment, si on réduisait notre consommation, on atténuerait les problèmes environnementaux, etc., etc. On pourrait arriver à avoir des élevages où au moins les animaux ont accès au plein air. Pour les conditions d'abattage, on va être un petit peu plus embêté parce que c'est quand même ultra violent. Bon, mais admettons, on fait quand même mieux. Mais dans notre équation, on oublie quand même les animaux. Et ça, c'est vraiment le point de bascule, en fait. C'est à partir de quel moment on va enfin considérer que les animaux, c'est des individus à part entière. Quand est-ce qu'on va arrêter de les considérer comme des ressources à notre disposition? C'est ça la question, en fait, fondamentale. Mais votre modèle, comme vous dites, en réduisant, déjà, c'est un bon pas en avant parce que ça veut dire qu'on va tuer bien moins d'animaux. Ça veut dire qu'en fait, on va manger vegan plusieurs jours par semaine et manger de la viande exceptionnellement. Et ce sera déjà un pas en avant assez considérable qui peut-être nous permettra de nous poser davantage de questions sur la place qu'on accorde aux animaux ensuite, parce qu'on se sera rendu compte qu'on peut très bien manger sans aucun produit d'origine animale, sans être faible, malade et avoir importé des trucs de l'autre bout du monde si on ne le souhaite pas. Bonjour madame, je vous remercie pour votre conférence. Ma question, moi, elle porte sur le futur, c'est-à-dire demain, le modèle agricole de demain. Et vous avez parlé, j'ai vu dans votre diapo, d'agriculture végétalienne. Et à ce titre, en fait, ma question était la suivante. J'ai regardé, aujourd'hui, à ce jour, il y a une ferme qui a été montée, qui est végane, complètement dans les Landes. Elles partagent tous en commun une même caractéristique, c'est qu'elles consomment toutes des intrants, de l'essence, des engrais azotés et phosphatés qui sont d'origine externe. Or, aujourd'hui, il y a un modèle qui existe, qui s'appelle le polyculture élevage, avec l'attraction animale, par exemple, l'utilisation des déjections animales pour fertiliser les sols, avec peu d'élevage, certes, mais de l'élevage. Est-ce que finalement, tous les analystes s'accordent à dire qu'en 2050, on aura des pénuries de phosphate, d'azote et de carburant? Et du coup, finalement, est-ce que ça ne va pas à l'encontre justement de ce modèle que vous prenez? Et en conséquence, quel modèle vous proposez avec l'agriculture végétalienne? Je vous remercie. Alors aujourd'hui, on n'a pas développé toute l'industrie chimique des pesticides et des intrants pour l'agriculture végétalienne, hein. On l'a fait pour justement aujourd'hui ce qu'on consomme massivement, donc des produits d'origine animale. On fait pousser des céréales, des légumineuses à l'aide de ces trucs et pas du tout juste simplement par l'épandage des déjections des animaux qui posent d'autres problèmes par ailleurs. Dans ce que vous me dites, en fait, vous êtes revenu sur une toute petite ferme, polyculture élevage. Donc ça veut dire, vous me rejoignez donc sur le constat que de toute façon, il faudrait consommer bien moins de produits d'origine animale pour arriver au modèle que vous dites, puisque aujourd'hui on importe massivement justement ce qu'on fait manger aux animaux. Donc d'une part, on va se rejoindre sur ce point-là. Le deuxième, c'est qu'il existe d'autres expériences, celles que vous dites, utilisent comme les autres en conventionnel des intrants chimiques par ailleurs, mais il existe d'autres qui ne les utilisent pas et qui utilisent la rotation des cultures, qui utilisent la culture des légumineuses justement pour réalimenter les sols. Donc ça existe aussi. C'est très peu développé effectivement, mais ça commence à se développer. Alors il y en a quelques exemples, je pourrais vous les envoyer si vous voulez. Il y en a quelques exemples qui se développent. C'est pas suffisant. D'un point de vue durabilité, il y a des études qui ont été faites agronomiques et c'est pas suffisant malheureusement. Mais c'est des outils qui fonctionnent, mais ils sont pas suffisants. Ils ne sont pas suffisants, ça dépend ce qu'on mange. Enfin, voilà, on peut avoir un débat là-dessus, mais en tout cas, justement, c'est peut-être ça, c'est comment on fait. On est capable de le faire. On serait capable de le faire. Juste, on n'a pas eu la volonté aujourd'hui de développer ces alternatives. Bonjour madame. Donc, j'ai deux petites questions. Que pensez-vous du futur de la viande in vitro? D'un point de vue aussi éthique, voyez-vous un problème avec ce processus? Et puis, on a beaucoup parlé d'animaux, mais qu'est-ce que vous pensez aussi des insectes? Le fait de consommer en 2050 des araignées, des cafards, avec plusieurs sauces et tout. Donc, vous me dites. Je pense que j'ai un peu la même opinion que vous. Sur les insectes, ça va être vite vu. Voilà, bon, c'est pas... Culturellement... C'est la même souffrance pour vous ou pas, par exemple, les animaux Alors, il y a des degrés de conscience qui sont très différents. Justement, la conscience qui a été montrée pour les mammifères, pour les oiseaux et pour un certain nombre d'invertébrés, notamment les poissons et les poulpes,
Sur les insectes, il y a encore un doute sur les questions de conscience et tout ça. Bon, voilà. Mais justement, là aussi, c'est les recherches peut-être du futur, de dire est-ce que oui ou non, les insectes ressentent des émotions, etc., etc. Dans le doute, moi, j'en mange pas, mais c'est pas seulement dans le doute, c'est aussi par habitude culturelle. Non, je mange pas de sauterelles, pas de cafards et pas d'araignées. Ça me fait pas tellement envie. Et puis je vois qu'en s'alimentant de végétal, j'ai tout ce qu'il me faut, même un petit peu plus que ce qu'il me faut, pour me nourrir correctement. Donc pourquoi aller les enquiquiner? Alors maintenant, sur la viande in vitro, sur la viande de culture, les chercheurs aujourd'hui qui sont investis dedans, moi j'ai rencontré Mark Post qui est à Amsterdam et qui développe un de ces modèles-là. Et lui, il n'est pas végétarien. Mais lui, il a envie de continuer de manger de la viande, mais il s'est rendu compte que le modèle qu'on a aujourd'hui, d'élever et de faire tuer des animaux, c'est pas soutenable. Donc il s'est dit, tiens, je vais faire de la viande, mais qui aura un impact environnemental bien moins important, aussi du point de vue sanitaire. Alors ça, c'est sur le papier, moi je sais pas ce que ça va donner après, mais en tout cas, très prometteur sur tout un tas d'impacts justement que j'ai listés, dont vous avez entendu parler, où on réduirait ces impacts-là. Voilà. Alors, la viande de culture, c'est pas le truc qui fait rêver les véganes. Hein. Enfin, voilà, nous, on mange autrement. Mais l'optique, c'est que les gens qui souhaitent continuer à manger de la viande puissent continuer à en manger, mais en ayant un impact bien moindre. Voilà. Mais quelque part, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, puisqu'on saurait faire autrement sans aller chercher de la viande de culture et d'autres choses comme ça. Alors du coup, moi, j'aurais deux questions. Tout d'abord, avec l'élévation de la dignité des animaux, pas du tout dans une optique du jusqu'où ça va, mais très concrètement, que ferons-nous aussi des animaux domestiques, car un chien castré, collié au cou, attendant son maître pour qu'il le fasse sortir et faire ses besoins, cela ne deviendrait-il pas aussi progressivement intolérable, puisque si on mettait l'équivalent pour un être humain, ce serait carrément de l'esclavage, d'avoir un collier au cou, d'attendre, etc. Et ensuite, une question du coup pour le futur, comment mêler notamment l'éducation nationale à cette évolution des mentalités, comme elle a pu être mêlée au débat sur l'écologie, l'environnement, et également pour les cantines scolaires, puisqu'il y a certaines cantines où si on n'est pas inscrit sur les listes végétariennes, on n'a pas le droit de demander un plat végétarien, même si on veut le faire une fois ou deux par semaine. Alors, moi je suis très nulle pour retenir les questions. La première, c'était juste un mot, comme dans Pyramide. C'était les animaux domestiques. Les animaux domestiques. Oula, alors là on est vraiment dans le futur du futur, on considère vraiment les animaux autrement, et puis on commence à se poser la question, moi je trouve qu'on a le temps sur cette question-là, j'ai pas tranché, je trouve que j'ai habité avec des chiens et des chats, et je les ai pas trouvés super malheureux, voilà. Je pense que vous aussi, en vivant avec des chiens et des chats, on voit qu'on peut avoir des relations qui sont donnant-donnant avec eux, donc voilà. Il y a encore beaucoup d'animaux qui sont abandonnés. Il y a des campagnes d'associations justement qui s'occupent des animaux de compagnie, qui montrent qu'on considère encore trop souvent ces animaux de compagnie comme des objets finalement qu'on peut prendre ou qu'on peut jeter. Mais globalement, quand même, on considère bien mieux les animaux qui habitent dans nos maisons que les autres. Et effectivement, c'est des questions qu'il faudra se poser sur l'organisation d'un futur, d'une société future. Mais on aura cette question aussi avec les animaux qui aujourd'hui sont animaux d'élevage. Qu'est-ce qu'ils deviennent dans ce monde futur? Et puis les animaux luminaux. Aujourd'hui, quand on trouve qu'il y a trop de rats, notre réponse, c'est l'élimination par des anticoagulants, par exemple, pour les tuer. Enfin, c'est des agonies qui sont parfois longues. Donc on peut se poser toutes ces questions sur notre relation avec les autres animaux. Mais quelque part, aujourd'hui, l'urgence, elle n'est pas là. L'urgence, elle est vraiment sur les animaux qu'on fait naître aujourd'hui, qu'on élève et qu'on tue. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Après, votre autre question, c'était sur notamment les alternatives végétariennes dans la restauration, où effectivement, en France, mais on est en retard, c'est assez hallucinant. Mais justement, quand j'ai parlé de la loi alimentation, il y a un amendement qui est passé contre l'avis du gouvernement qui demande une expérimentation sur 2 ans pour une alternative végétarienne hebdomadaire dans les cantines scolaires. Bon, ça veut dire qu'on pourra manger 1 fois par semaine. C'est encore pas tout à fait suffisant, mais ça progresse. Et effectivement, cette question des alternatives, c'est un petit peu ce qu'on a aujourd'hui avec notre campagne Végo Resto, en incitant la restauration privée à proposer au moins dans leur menu
une alternative végane qu'on puisse choisir. Et ce serait la même chose vers les restaurants universitaires, vers les restaurants, les cantines scolaires, y compris les hôpitaux, etc. Pourquoi on ne peut aujourd'hui pas avoir le choix, qu'on soit végétarien ou pas, hein, puisqu'il y a aujourd'hui une hausse des flexitariens, donc qui optent pour les options végétariennes ou véganes de temps en temps. Donc oui, c'est quelque chose vers quoi il faut aller, et c'est quelque chose qui a vraiment de l'avenir aujourd'hui. Tous les voyants sont au vert pour développer ça. Je pense que j'ai répondu que partiellement sur la deuxième partie de la question. C'était aussi sur l'éducation nationale et les programmes. Ah, et l'éducation nationale. Oui, si, je savais qu'il y avait quelque chose à répondre. Aujourd'hui, nous, on a développé avec L214, donc on a tout un tas de campagnes qui sont développées, dont une qui s'appelle L214 Éducation, où on fait comme Interbev, finalement. On va dans les écoles. Alors, évidemment, les jeunes élèves ne vont pas avoir la même présentation que je vous ai fait aujourd'hui. Voilà, en maternelle, dans le primaire, on va plutôt parler, on va plutôt être sur les vidéos Choupi, montrer justement les capacités des animaux, leurs relations sociales, leur volonté de jouer, leurs besoins. Alors que, un petit peu plus grand, quand ils vont être justement sur la philosophie, on va plutôt s'attarder sur les concepts philosophiques, etc. Mais on commence à offrir une... Mais c'est vrai que dans les programmes scolaires aujourd'hui, la question animale, elle est complètement absente. Voilà. Pour conclure, juste, je crois qu'aujourd'hui, on a à construire le monde de demain. On ne va pas forcément être d'accord sur la finalité, mais ça, c'est dans quelques générations. Donc finalement, je pense que nous, on ne va pas être nombreux à participer à ça. Sur est-ce que oui ou non, on arrête de considérer les animaux comme des ressources alimentaires. Mais en tout cas, pour les années qui viennent, là où on peut être d'accord, c'est sur une diminution très forte de notre consommation de produits d'origine animale et surtout sortir les animaux des élevages intensifs où ils sont et du coup diminuer aussi leur nombre. Je crois que si on arrive à accomplir ça tout au long de notre génération, là, maintenant, et surtout de la vôtre, on aura déjà fait un pas en avant pour l'humanité et justement, peut-être on arrivera à terme à nourrir l'humanité avec humanité. Merci beaucoup. Merci Brigitte Leclerc. Merci aux étudiants d'être venus sur scène. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé cette vision avec nous.